Retour au débat de France 24 sur ce mini-sommet à 4 donc, qui se déroule donc actuellement à Versailles. François Hollande qui a invité autour de lui Angela Merkel, la chancelière allemande, et les chefs de gouvernement italiens et espagnols, Paolo Gentiloni et Mariano Rajoy, pour évoquer ensemble les possibilités d'avancer, d'approfondir l'Union, notamment sur la question de la défense. On en parle avec José Rojas Alonso. Vous êtes avocat au barreau de Paris et secrétaire général du Parti socialiste ouvrier espagnol, le PSOE, ici à Paris. Laurent Giacobelli, vous êtes secrétaire général adjoint de Debout la France et vous êtes porte-parole du candidat à l'élection présidentielle Nicolas Dupont-Aignan. Patrick Martin-Génier, enseignant à Sciences Po Paris, spécialiste de droit public et de politique européenne. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, L'Europe a-t-elle un avenir, aux éditions Studirama. Et Caroline de Camaret, notre chef de service Europe ici à France 24. Vous évoquiez juste avant la pause, José Rojas Alonso, la possibilité donc pour l'Europe de signer des traités. Vous disiez que c'était un aspect essentiel de la politique commune. Là, il n'est plus question évidemment d'avancer à 27 pour signer des traités, mais de pouvoir le faire à quelques-uns. On est là sur la question spécifique de la défense, semble-t-il. Hein. Oui, bien sûr, mais ça fait partie des éléments de construction d'une Union européenne véritable. C'est-à-dire que pendant des années, tout ce qui fonctionnait bien, ça ne se voyait pas trop, mais dès qu'il y a eu des crises économiques, on a rejeté systématiquement la responsabilité sur l'Europe. Maintenant, effectivement, après la sortie de l'Union européenne, de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, et on a vu qu'il y a eu des crises successives, non seulement économiques, mais avec la crise des migrants, on a vu qu'effectivement, il n'y a pas une homogénéité dans les actions publiques des différents pays européens. Et même dans la perception des opinions publiques d'un pays à l'autre. Exactement. Et il y a effectivement quelque chose à construire. Et je pense que l'intérêt de ce sommet, il est bien évident qu'on ne va pas régler tout en 5 minutes et en un seul sommet, mais je pense qu'il faut lancer la réflexion et surtout faire ce que fait le président Hollande, alors, à qui on peut reprocher beaucoup de choses, mais au moins là, on ne peut pas dire qu'il n'a pas le sens de la perspective et le sens de pousser les pays européens, y compris avec ce sommet, pour retrouver un projet commun. Oui. Si c'est à plusieurs niveaux et de façon différenciée selon les États, ce sera de façon différenciée. Je vais laisser Laurent Giacobelli vous répondre. Patrick Martin-Génier, si d'aventure les 4 pays qui se réunissent aujourd'hui décidaient autour de la table d'approfondir et d'aller vers une Europe de la défense, est-ce que nous, citoyens français, serions consultés et n'est-il pas normal d'une certaine manière que nous le soyons quand de tels projets sont évoqués entre chefs d'État ? Je crois qu'en effet, les citoyens doivent être consultés de plus en plus, mais vous avez vu que maintenant, quand on fait des référendums en Europe, souvent ce sont des référendums contre l'Europe. Alors donc, ce ne serait pas le cas de la France, naturellement. Il n'y a pas qu'une façon d'aller consulter les peuples à travers le référendum, c'est une chose, mais également à travers les parlements. Les parlementaires représentent le peuple également. Donc naturellement, lorsqu'il y a un traité, ils doivent être ratifiés par les parlements nationaux. Pour les coopérations renforcées. Pour les coopérations renforcées. Et vous évoquiez, monsieur, tout à l'heure, les accords commerciaux internationaux. Le Parlement européen a un rôle très important parce qu'il lui appartient de refuser ou d'accepter les traités commerciaux internationaux, car le commerce est une compétence exclusive de l'Union européenne et il ne faut pas faire l'injure à l'Union européenne de méconnaître les intérêts des citoyens. Il y a des négociations et les parlements nationaux sont également consultés. Donc je note, excusez-moi, mais c'est très important. Oui. Je note que comme les peuples, par référendum, sont contre l'Union européenne, il ne faut plus avoir recours au référendum. Je n'ai pas dit ça. C'est une vision de la démocratie. Je n'ai pas dit ça. Je dis que nous ne partageons pas. Pas du tout. Non, mais vous avez un langage de populiste, monsieur. Donc moi, je vous dis qu'il y a différentes façons de consulter le peuple. Quand on est contre l'Union européenne, on est populiste. Il y a différentes façons de consulter le peuple. La société, non, aucun. Alors oui, absolument. Nous sommes dans une démocratie, dans des démocraties représentatives. Il y a, excusez-moi, il y a le Parlement européen et le Parlement français, le Sénat et l'Assemblée nationale qui ont leur mot à dire. C'est une autre façon de consulter les représentants du peuple. Pour essayer de comprendre où on en est aujourd'hui, Caroline de Camaret, l'actuel président de la Commission européenne, qui a d'ailleurs dit qu'il ne remplirait pas pour un nouveau mandat, il semble effectivement lui-même un peu désabusé sur son rôle, c'est Jean-Claude Juncker. La semaine dernière, il a soumis précisément au Parlement européen ses scénarios, ses scénarii, son livre blanc plutôt pour l'avenir de l'Europe. Et c'est ce dans quoi aujourd'hui s'engouffrent ces chefs d'État et de gouvernement. Oui, alors ils ont choisi, en tout cas, il y avait 5 scénarios possibles sur l'Europe qu'a décliné et décrit Jean-Claude Juncker, qui ne s'est pas trop avancé d'ailleurs. Et qui les a proposés aux chefs d'État, aux 27, pour l'après-Brexit, en vérité. Et on comprend bien qu'ils ont choisi le numéro 3, c'est-à-dire justement les fameuses coopérations renforcées. Alors, ça pose la question aussi de savoir
qu'est-ce qu'on propose aux pays de l'Est, au groupe de Visegrad, qui dit nous, peut-être qu'on n'en fera pas partie. Simplement, c'est vrai que eux se sont exclus d'un certain nombre de chapitres eux-mêmes. C'est-à-dire, sur la question migratoire, il y avait un plan qui a été agréé, y compris par eux, au niveau des chefs d'État et de gouvernement, et qui n'a pas été appliqué et qui a été refusé par le gouvernement suivant. Donc, il y a eu un certain nombre de problèmes avec ça. Alors, on leur dit, écoutez... Vous ne voulez pas avancer, par exemple, sur la défense. Ça n'est pas le cas de tous. Peut-être que les Polonais voudront avancer sur la défense parce qu'ils ont peur des Russes. Donc, ce n'est pas forcément le blocage le principal. Mais vous ne voulez pas avancer sur tel ou tel chapitre. Bien, à ce moment-là, laissez-nous au moins avancer, nous. Parce qu'il y a des gens qui veulent plus d'intégration et qu'il faut bien, avoir un message... post-Brexit sur la capacité de l'Europe de ne pas avancer à reculons finalement. Donc ceux qui veulent avancer plus vite iront plus vite. C'est déjà le cas, ça existe déjà. On pense à la zone euro, on pense à l'espace Schengen, tout cela est quand même un club qui n'est pas égal au club des 28. L'euro, bien sûr. Voilà. L'euro, l'espace Schengen. Patrick Martin-Génier. Oui, je voulais dire qu'il y a un aspect historique très important dans l'Europe qui ne date pas uniquement de l'Union européenne. Il y a toujours eu depuis 1969, Georges Pompidou, un triptyque qui avait été posé par la France. C'était l'achèvement, l'approfondissement et l'élargissement. Donc il y a 3 étapes et c'est parce qu'on n'a pas nécessairement respecté ces 3 étapes qu'on est allé trop loin, c'est-à-dire qu'on a élargi, on a fait le marché unique sans véritablement réfléchir sur ce qu'on faisait ensemble et c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs on dit ce mini-sommet, mais ils ne vont rien décider ensemble, ils vont simplement proposer, car il y a le 9 et 10 décembre un Conseil européen à Bruxelles et à la fin du mois on va célébrer les 60 ans du traité de Rome. Il s'agit là de regrouper quelques pays très importants pour faire des propositions ambitieuses pour l'Europe et je crois que c'est important. François Hollande l'a dit, pour lui, la priorité numéro 1, et c'est sans doute là où il compte peut-être agglomérer le plus de bonne volonté, c'est la défense. Est-ce que c'est vraiment, d'après vous, José Rojas Alonso, un impératif partagé par la plupart des Européens aujourd'hui ? Ça l'est devenu parce qu'on voit que même si le traditionnel allié américain va rester allié, bien évidemment, parce que c'est une tendance profonde et historique, mais on a un dirigeant actuellement aux États-Unis qui est non pas forcément contre les alliances, mais qui est manifestement instable. Et une personne qui est instable de cette nature-là, c'est très difficile de travailler avec lui, parce qu'il a reconnu lui-même, Donald Trump, c'est un président qui s'informe en regardant la télévision. Alors c'est très bien. À mon avis, pour un dirigeant politique digne de ce nom, ce n'est évidemment pas suffisant. Surtout quand on a dans son pays la CIA, un certain nombre d'agences de renseignement qui permettent d'avoir, pas toujours la vérité, mais au moins des sources d'informations quand même un peu plus profondes. Ceci étant dit, bien évidemment, l'Europe de la défense, ça va être un gros enjeu. Mais pourquoi ? C'est pas seulement en termes de... j'allais dire, armement traditionnel. On le voit actuellement avec ces problèmes de piratage informatique, ces problèmes de cyberattaque, comme on dit, dont on dit que certaines pourraient venir effectivement de la Russie. On n'en est pas sûr à 100%. C'est bien la difficulté. Et c'est là qu'effectivement, je suis d'accord avec votre journaliste, effectivement, avec madame, parce qu'à un moment, la question de la défense, elle n'est pas seulement de dire si on va, comme c'était le cas avant, de dire... on va avoir au moins des matériels communs, c'est-à-dire les mêmes fusils, les mêmes chars d'assaut, etc. On va surtout se poser la question maintenant, avec ce qu'on a vu dernièrement, de savoir, de mettre en place des moyens technologiques pour dire, voilà, on a une nouvelle forme de guerre qui est de la cyberattaque informatique. On a aussi, évidemment, la question du terrorisme, où là, il faut faire un énorme travail, pas seulement par rapport aux médias et par rapport au côté spectaculaire des choses, en organisant des arrestations, etc. Mais il faut faire un énorme travail en amont. Et juste un mot, autant sur la défense que sur la sécurité intérieure, etc., on voit qu'en réalité, le problème de l'Europe, c'est qu'elle est en panne au niveau économique et social. Et de là, toujours dans l'histoire, viennent énormément de problèmes, parce que vous pouvez avoir une Europe isolée en construisant des murs, ou comme certains disent, des États-nations souverains qui construisent des murs, mais ça n'a jamais marché dans l'histoire. Chaque fois qu'il y a eu un mur, tout le monde l'a franchi. Il n'a pas duré très longtemps. Et je ne parle même pas du mur de Berlin, donc que tout le monde connaît. Laurent Giacobelli, est-ce que... Patrick Martin-Génier. Ce que vous êtes en train de faire de la démonstration qu'il faut plus d'Europe. Parce que, oui, naturellement. Les chômeurs français vous écoutent avec intérêt, absolument, monsieur. parce que la fiscalité, pourquoi il y a des gens et des entreprises qui délocalisent en Pologne ou ailleurs ? C'est aussi parce que la fiscalité n'est pas harmonisée. Et que lorsqu'on aura fait une fiscalité harmonisée au niveau de l'Union européenne, il n'y aura pas ce type de délocalisation. Harmonisée sur le mieux-disant ou le moins-disant social ? Sur le mieux-disant, parce que c'est l'Union européenne n'harmonise pas par le bas, elle harmonise
harmonise avec effectivement des normes sociales. Rappelez-vous la directive Bolkestein. Et donc, par conséquent, justement, il faut harmoniser. Et la Bulgarie... La France a les moyens, ça de l'imposer. La France a les moyens, ça de l'imposer. La France a la possibilité d'impulser et d'aller notamment vers plus d'Europe sociale. Il y a eu un rapport de l'Institut Jacques Delors sur ce point. Et naturellement, il faudrait un sommet sur l'Europe sociale pour harmoniser par le haut ces normes de protection sociale. On disait... Je reviens de Bulgarie, mais vous avez mentionné la Bulgarie. Destruction d'emplois. SMIC à 250 en effet, il y a eu une certaine délocalisation. Par exemple, j'étais dans un centre d'appel téléphonique, etc. Il se trouve quand même que la Bulgarie, qui a donc depuis 10 ans est dans le club européen, a augmenté ses salaires, augmenté ses normes sociales, et donc il y a l'harmonisation par le rééquilibrage qui se fait. D'ailleurs, ceux qui souhaitent davantage, comme vous dites, d'externalisation, eh bien, ils vont chercher beaucoup plus à l'est, hors de l'Union européenne désormais. Et donc, le problème n'est plus, et de moins en moins dans l'Union européenne où il y a rattrapage, c'est quand même un des bénéfices quand même, c'est le rattrapage économique, où il y a un rattrapage économique qui commence à s'équilibrer, et c'est le souhait de l'Union européenne. La faute de l'Europe, parce que l'Allemagne se porte très bien, crée des emplois. Que l'Allemagne. Et donc, il y a également des difficultés internes à la France. Moi, je pense qu'on touche là au vrai fond du problème. C'est-à-dire que ce qui fait qu'un ensemble économique et social ou un ensemble politique fonctionne, c'est l'harmonisation des différents secteurs et des différents niveaux de richesse. Oui, mais sur quel niveau ? Parce que précisément, la question, c'est... Précisément, j'y viens. Mais il y a des instruments, il y a des instruments, y compris au niveau national et européens, qui permettent d'aller dans le sens d'une harmonisation, bien évidemment, par le haut. Il n'est pas question d'harmoniser par le bas. Et je vais vous dire, on en a la preuve tous les jours, parce que c'est ce que fait Mariano Rajoy depuis 4 ans, 5 ans en Espagne. Lui, il a tout harmonisé par le bas. Conséquence, faible salaire. Ce n'est pas la faute de l'Europe, c'est la faute du gouvernement Rajoy. La question, c'est effectivement, c'est une question de volonté politique. Est-ce que c'est pas l'Europe qui lui a imposé ? Il a respecté les critères imposés par Mme Merkel, comme la Grèce. Je vais vous expliquer très simplement. C'est-à-dire qu'on peut toujours taper sur l'Europe en disant, voilà, comme l'a dit monsieur, en disant, ben voilà, il y a des bas salaires dans les autres pays, et donc si on renforce l'Europe, on renforce le nivellement par le bas. En gros, c'est l'argument démagogique. Mais la Grèce a la réalité, le sens historique de la construction européenne est tout à fait l'inverse. C'est-à-dire qu'à un certain moment, y compris au niveau des socialistes européens, on se moquait de la proposition qu'on faisait d'un SMIC européen. Il est bien évident que c'est vers là qu'il faut tendre, parce que c'est ça qui va réellement éviter la concurrence déloyale de certains pays par rapport à d'autres. Soyons clairs. À quel niveau ? Soyons clairs. Il y a deux éléments sur lesquels il faut construire. Il faut construire et reconstruire le projet européen sans cesse, tous les jours. C'est le problème de l'harmonisation sociale, effectivement, faire tout pour empêcher que les entreprises européennes, mais les entreprises françaises aussi, profitent des différences de niveau de vie entre différents pays pour faire des bénéfices ailleurs, alors qu'ils devraient les faire en France. Premier point. Deuxième point, très important. 250 parce que ça, on n'en parle jamais dans les débats européens. Deuxième point très important, c'est la question... Si vous m'en laissez pas... Mais répondez, soyez concret. La vraie question, c'est de savoir comment se fait-il que dans le débat européen et dans le débat politique national, on ne parle jamais de la question de l'évasion fiscale. Parce que quand vous comparez les chiffres de l'évasion fiscale, mais je dis en France, là je ne parle même pas de l'Europe, vous avez raison, de l'évasion fiscale en France par rapport aux abus des droits sociaux qu'on dénonce souvent dans certains partis conservateurs, le rapport il est de 60 à 1. C'est-à-dire que l'évasion fiscale représente 60 plus fois d'argent que les abus et les fraudes dans les droits sociaux. Là, c'est la réalité, parce que là, c'est de l'argent qui est produit en France. 250 € comme en Bulgarie pour les salariés français. Mais même si vous m'interrompez tout le temps, vous n'allez pas avoir... Mais vous ne répondez pas. Parce que ce n'est pas seulement... On va laisser José Rassalando terminer. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que l'évasion fiscale, c'est le vrai sujet. Combien ? Dans tous les pays européens, il y a de l'évasion fiscale énorme. Et ce qui n'est pas normal, et c'est ce que les citoyens ne comprendront jamais, c'est qu'on laisse des gens qui ont évadé des milliers d'euros, des millions d'euros, revenir dans les pays avec une prime, avec un impôt comme ça s'est passé en Espagne, vous êtes gêné. de 10%. Vous ne répondez pas. Non, Laurent Jacobelli. C'est-à-dire que vous ne me laissez pas finir ma phrase. Vous ne répondez pas. Laurent Jacobelli, vous avez parlé de répondre ici et ailleurs, il n'y a pas de problème. La vraie question, c'est vous qui ne voulez pas voir la réalité des choses. La vraie question, c'est que les entreprises font de l'argent. Et elles font de l'argent comment ? En jouant sur la compétition entre les salariés, au niveau national et au niveau des autres pays européens. Voilà la réalité. Est-ce qu'il faut les encourager ?
Non. C'est à vous de répondre à la question. Vous connaissez ma réponse, puisque moi je vais vous dire non. Il y a une harmonisation à faire au niveau des droits des travailleurs et au niveau de l'harmonisation fiscale. Parce que tant que vous aurez des pays où effectivement, comme ça s'est passé en Irlande, il y a 10%, 15% d'impôts sur les sociétés, alors qu'en France c'était 33%, bien évidemment, on ne peut pas Patrick Martin-Génier, il se pose quand même une question quand on parle d'harmonisation au niveau européen. On se souvient que François Hollande, au moment de son élection, était allé plaider sa cause auprès d'Angela Merkel pour obtenir des investissements, une Europe sociale, finalement un volet social à ce qui était alors cette règle d'or au plan européen sur les déficits. Il a obtenu un volet investissement, mais finalement pas grand-chose de plus. Est-ce qu'on peut réellement changer les choses aujourd'hui en Europe ou est-ce que la politique est une politique unique, qui est une politique d'austérité? Alors écoutez, d'abord l'austérité n'est pas de la seule faute de la Commission européenne, il y a des critères que nous avons votés et si ceux-ci doivent être assouplis, et j'ajouterais que le traité de Maastricht a permis quand même d'assouplir un certain nombre de critères et le débat que nous venons d'avoir montre bien qu'il faut aller de l'avant non pas en matière d'Europe de la défense mais également en matière d'Europe sociale. L'Institut Jacques Delors avait déposé il y a 2-3 ans un rapport pour avancer vers l'Europe sociale et cela fait également partie de la possibilité d'avoir des coopérations renforcées et moi je prône pour un sommet effectivement de façon à, comme vous dites, harmoniser non pas par le bas, mais par le haut, et par des directives et règlements, ce qui veut dire que ça passera nécessairement par l'Union européenne et le Parlement européen. Vous vouliez ajouter un oui, non, je converge tout à fait dans ce que vous dites et citer un chiffre. La Commission européenne a dit récemment dans un récent document que le coût de la non-Europe, l'absence de coopération en matière de défense coûte entre 25 et 100 milliards d'euros par an. Donc ce qui veut dire que l'Europe de la défense aujourd'hui, c'est avant tout renforcer la coopération sur le matériel militaire et développer... C'est un moyen de réduire les coûts, donc de faire des économies d'échelle et de mutualiser les moyens. José Horace Alonso, on l'imagine, c'est pas votre avis? Non, mais c'est simplement, je crois qu'à un moment il faut être réaliste. C'est pas une question simplement de on préfère ou on ne préfère pas, c'est une question d'efficacité. Pourquoi les États-Unis ont toujours été un acteur important sur tous les théâtres d'opération, sur le continent américain et ailleurs? C'est parce qu'ils ont une capacité militaire extraordinaire, ce que n'a jamais eu l'Europe. Il est totalement utopique de penser que même la France peut elle-même assurer sa propre défense en ignorant superbement ses voisins ou en faisant des petits projets comme ça, mais en n'allant pas très loin. Le problème, c'est que ça a déjà avancé. Il y a déjà une brigade franco-allemande. Il y a déjà des projets en cours. Et on va en rester là. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Merci à Caroline de Camaret, à Patrick Martin-Génier, à Laurent Jacobelli et à José Rojas Alonso d'avoir été avec nous. Restez sur France 24. Tout de suite, un nouveau journal.